bonjour à tous. Déjà, est-ce que vous voyez tous ou pas? Oui, très bien. Donc bonjour à tous, je m'appelle Tanguy Dréan, je suis enseignant en activité physique adaptée. Déjà, est-ce que le mot enseignant en activité physique adaptée, est-ce que vous le connaissez tous ou pas? À peu près? Bon, de toute façon, je vais un peu l'expliquer brièvement. Donc la société APAMOVE en fait a pour but du coup d'accompagner les personnes malades chroniques en situation de handicap ou plus largement les seniors, les personnes sédentarisées à pratiquer des activités physiques adaptées à leurs besoins, à leurs pathologies, suite aux recommandations des médecins. La salle APAMOVE accompagne à travers des séances d'activités physiques adaptées en ligne ou bien en salle du coup d'activités physiques adaptées à 2 pas de l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots et s'articule autour d'un écosystème du coup pluridisciplinaire composé, ça ne marche pas, voilà, composé des différents acteurs, notamment l'Institut Saint-Pierre, le premier hôpital pédiatrique de France. Il y a également les Patios Saint-Pierre qui accompagnent les seniors. On a également un laboratoire, le Humalab Saint-Pierre, un Fab Lab dédié à la conception d'adaptations techniques. Et grâce à des imprimantes 3D, on peut concevoir ces adaptations-là gratuitement pour les enfants, adultes ou seniors qui ont des besoins particuliers, notamment pour créer des adaptations techniques, que ce soit à but sportif ou bien directement pour son quotidien, pour mieux manger. Voilà, pardon, je vais m'en sortir. Alors on est deux pour l'instant, enseignants d'activité physique adaptée. Pour ma part, je suis plus spécialisé dans les pathologies neurologiques avec un diplôme universitaire associé à mon master. Et Julie Morin est spécialisée plus dans les maladies chroniques grâce aussi à une passerelle au Canada pour spécialiser notamment dans les personnes qui sont atteintes de pathologies comme le diabète, comme l'obésité infantile. Donc je vais parler plus largement d'abord des maladies chroniques en général et ensuite on va s'orienter un peu plus vers le cancer. La plupart des personnes atteintes de pathologies chroniques vont rentrer dans un cercle de déconditionnement à l'effort, notamment lors du diagnostic, que ce soit pour le cancer ou pour d'autres pathologies. Les personnes, en raison de problématiques de santé par rapport à l'apparition de symptômes, vont avoir peur de pratiquer. On appelle ça notamment la kinésiophobie. Cette peur du mouvement du coup, oriente directement la personne vers un univers de la sédentarité, vers de l'inactivité physique. Et ces comportements sédentaires et d'inactivité physique vont directement le faire basculer dans un cercle de déconditionnement. C'est notamment Grégory Nino et M. Préfaux qui ont parlé de ce sujet-là. Cette accélération vers la sédentarité et l'inactivité physique va pousser les personnes vers l'apparition de comorbidités, notamment l'apparition de pathologies cardiovasculaires, ou comme l'obésité due à un dérèglement au niveau de la composition corporelle. Notamment au niveau psychologique, la personne va perdre l'estime de soi, va se sentir moins capable de pratiquer, et donc il va avoir une détresse psychologique. Et enfin, du coup, cette détresse psychologique va enfermer la personne dans un cadre un peu de solitude et va diminuer les interactions sociales. Tout ça pour dire que l'ensemble de ces paramètres, à la fois bio, psycho et sociaux, vont accélérer encore plus ce phénomène de sédentarité et d'inactivité physique. Pourtant, on sait aujourd'hui que l'activité physique adaptée est un traitement non médicamenteux recommandé en première intention pour certaines pathologies, notamment comme le diabète, comme l'obésité ou comme les troubles dépressifs. Donc on le considère vraiment comme un traitement non médicamenteux, mais comme un traitement. Donc c'est vraiment, maintenant, ce n'est plus juste un loisir, c'est vraiment d'utilité publique. Et donc c'est notamment la stratégie 2019-2024 de l'État qui a permis d'accélérer ce processus et de lier le ministère de la Santé et du Sport pour favoriser une activité physique régulière et autonome pour les personnes du coup malades chroniques. Il y a différents, je ne vais pas forcément détailler tout le processus, mais l'activité physique adaptée va agir notamment au niveau moléculaire et notamment on va augmenter par exemple pour les troubles dépressifs le taux de sérotonine. Donc c'est le neurotransmetteur qui va permettre de communiquer entre les neurones. On appelle ça, on dit que c'est le neurotransmetteur du bonheur. Cela va lutter contre les troubles dépressifs. Cela va permettre d'améliorer du coup le sentiment psychologique de la personne. On va également avoir une sécrétion de bêta-endorphine, donc c'est des propriétés aussi anti-inflammatoires, mais on va avoir également du coup grâce à l'amélioration du sommeil une diminution de certaines hormones comme l'hormone de la leptine. Donc l'hormone de la leptine, c'est l'hormone de la satiété et de la faim, pardon. Et l'hormone de la ghrelin, c'est l'hormone de la satiété. Et ces différentes hormones qui vont être sécrétées, comment ? Oui, le contraire, j'ai peut-être inversé les deux mots, excusez-moi. Mais tout ça pour dire que le sommeil va permettre de réguler du coup la sensation de faim ou la sensation de satiété
Et donc tout ce processus-là, en intervenant à la fois sur le plan psychologique et social, va permettre du coup de lutter contre les troubles délétères liés à la pathologie. Pour la partie plus activité physique, on va avoir une augmentation grâce à l'endurance des capacités cardiovasculaires et capacités cardio-respiratoires et cardiovasculaires. On va avoir une augmentation de la masse musculaire, de la force musculaire grâce à un programme de renforcement. Et on va également avoir une augmentation de la capacité oxydative musculaire. Voilà, on peut parler notamment pour les personnes atteintes de diabète, on va avoir un meilleur équilibre glycémique, on va avoir une meilleure sensibilité à l'insuline, et tout ça va permettre de diminuer indirectement les traitements par rapport. Après tout ça, ça se voit avec le médecin. Toutes ces activités, quand on va entraîner, on va proposer directement un programme d'activité physique adaptée combiné, donc alliant endurance et renforcement musculaire, peut-être aussi des activités de d'étirement, va permettre indirectement d'augmenter la mobilité, d'améliorer la vitesse de marche. Ça, on va l'évaluer directement avec des tests de marche de 6 minutes qu'on peut faire directement en clinique ou en centre d'activité physique adaptée. On va améliorer la coordination, on va améliorer l'équilibre et on va surtout diminuer la dyspnée, notamment pour les personnes atteintes de maladies respiratoires comme par exemple la BPCO. Et on va diminuer directement la fatigue musculaire qui est un des symptômes communs aux autres pathologies chroniques. L'ensemble de ces facteurs, donc là, vous avez bien compris, l'activité physique adaptée est multifactorielle et va agir au niveau biopsychosocial, va permettre ainsi de diminuer la fatigue, de diminuer les symptômes de la pathologie directe, mais aussi de celles de ses comorbidités, et diminuer les complications liées au traitement ou à la pathologie. L'activité physique est donc un traitement qui se place dans le cadre de la prévention secondaire et tertiaire, notamment principalement pour les pathologies cardiovasculaires, les diabètes, l'obésité, le cancer ou les troubles dépressifs ou même les maladies respiratoires. Ça, vous pouvez le voir, je vous conseille de regarder la synthèse de l'INSERM en 2019 ou bien les recommandations également de l'HAS qui vous indiquent directement les programmes d'activité physique recommandés pour les différentes pathologies. On va maintenant parler plus précisément du cancer. Après, on ira vers le cancer du sein, pour prendre pour exemple. Donc, on a bien compris, après le diagnostic, la personne risque de rentrer dans un cercle de déconditionnement avec une activité, une inactivité, une sédentarité accrue. Ce déconditionnement physique va provoquer une altération des capacités cardio-respiratoires et cardiovasculaires et augmente le risque de comorbidité cardiovasculaire. Ensuite, au niveau du risque nutritionnel, forcément la balance nutritionnelle, la balance par rapport à la composition corporelle va être totalement déséquilibrée. On peut avoir une augmentation de la masse grasse, une perte de la masse musculaire, et donc c'est pour ça qu'on va recommander directement d'allier un programme diète avec un programme de renforcement musculaire et un programme aérobie pour éviter de perdre de la masse musculaire pendant le traitement et pendant un programme diététique. Ensuite, au niveau de la clinisophobie, ça c'est un mot qui revient souvent en ce moment, c'est vraiment la peur du mouvement. Lorsqu'il y a des symptômes qui apparaissent, on peut avoir des douleurs, on peut avoir une fatigue, et on a donc une intolérance à l'effort qui naît, et on va donc perdre de l'estime de soi, perdre confiance, et on va encore moins pratiquer. Il faut absolument accompagner les personnes vers un programme d'activité physique adaptée, encadré dans un premier temps, et ensuite vers du sport santé pour que la personne se sente aidée dans ces pratiques. On sait que la plupart des cancers dus à des curages notamment peuvent augmenter le risque de lymphodème, et donc cela va enclencher beaucoup de soucis au niveau de la pratique d'activité physique, notamment au niveau de la marche, au niveau du renforcement musculaire. Par exemple, pour le cancer du sein, directement, on va avoir une atteinte de la mobilité du membre contralatéral, donc forcément il faut pouvoir prendre en compte aussi cette problématique, et également les douleurs localisées. Et on sait aujourd'hui que l'activité physique va aussi permettre de diminuer la douleur à partir du moment où elle est contrôlée en fonction du type et de l'intensité de l'activité physique. Au niveau des effets secondaires, elles ne sont forcément pas négligées, que ce soit à court terme, à moyen terme ou à long terme. On va avoir une altération de l'état général, on va avoir une diminution de la qualité de vie. Donc la qualité de vie prend en compte à la fois le plan psychologique mais aussi social et physique. Et on va avoir forcément une fatigue cancéro-induite qui est très fréquente et qui se voit dans la plupart des pathologies chroniques et surtout le cancer.
Aujourd'hui, les bénéfices ne sont plus à prouver, hein, ils sont vraiment démontrés. Il y a aussi un niveau de preuve A. Le niveau de preuve A, c'est le niveau le plus haut en matière de preuve d'efficacité d'un traitement non médicamenteux ou médicamenteux. On va avoir notamment une amélioration des capacités aérobies, on va avoir une amélioration de la force musculaire, de la masse musculaire. On va avoir également une régulation au niveau de l'IMC et la diminution de la masse grasse viscérale, notamment en cas de l'obésité. On va avoir également une diminution de la fatigue, donc pendant et après le traitement. Donc il est important de préconiser de l'activité physique dès le début du diagnostic. Si la personne a fait l'activité physique avant, il faut lui dire de continuer absolument, puisque ça va l'aider dans ses traitements, ça va permettre d'approprier un peu mieux les traitements, être plus observant. Et bien sûr, dans la suite du traitement en rémission, les personnes doivent continuer ce programme. On va avoir également une diminution du coup du risque de mortalité, notamment, ça a été surtout prouvé après le cancer du sein, le cancer du côlon, mais aussi de la prostate. Et la durée de l'hospitalisation va permettre également d'être réduite. Ça concerne plus les centres de rééducation, mais forcément, voilà, l'objectif aussi politique, c'est de pouvoir diminuer du coup la durée d'hospitalisation des personnes et faciliter le retour à domicile. Pour prendre comme exemple du coup le cancer du sein, on va définir certains objectifs du coup thérapeutiques. On appelle thérapeutique parce que c'est vraiment de l'activité physique adaptée encadrée par des enseignants en activité physique adaptée. Et quand on va aller plus loin, ensuite on va aller vers du sport santé, mais je vais l'expliquer tout à l'heure. L'amélioration de la condition physique passe par un exercice d'endurance, donc de type aérobie. Cet exercice aérobie peut être combiné avec un programme de renforcement musculaire. On peut très bien le faire pendant la séance, faire un programme combiné en alliant un exercice par exemple de type vélo avec un programme de renforcement musculaire des membres inférieurs et des membres supérieurs. Il est intéressant également de travailler la souplesse, travailler la mobilité. Je conseille plus de faire ces étirements en dehors de ces séances de renforcement musculaire ou aérobie. Avant, on disait directement faites vos étirements directement après l'effort. Pas forcément, au contraire. L'effort va faire casser les fibres, mais il ne faut pas casser plus de fibres que ça. Donc les étirements ne doivent pas être faits directement après l'effort, sauf si c'est des assouplissements. Cela doit être consacré dans une séance entière, par exemple le lendemain ou le surlendemain, et au repos à froid. Ça peut être pareil. On peut également créer une routine motrice directement le matin, une routine de 15 minutes chaque matin pour faire des étirements, c'est aussi intéressant. Ça va permettre de débourrer les articulations, ça va permettre d'échauffer également le corps avant d'entrer dans la journée, et éviter de se blesser. Bien sûr, l'amélioration de la qualité de vie va passer par une coordination pluridisciplinaire avec différents professionnels de santé, différents professionnels du sport, qui vont permettre de répondre à ces objectifs communs. Parce que l'activité physique adaptée ne travaille pas seule, on doit forcément travailler avec les différents professionnels qui correspondent du coup aux objectifs du patient. Réduire les symptômes dépressifs et anxieux sont également très importants, et l'amélioration du sommeil, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'amélioration de l'image corporelle, par exemple avec des socio-esthéticiennes, et l'amélioration de l'estime de soi également. Au niveau du programme d'activité physique adaptée, je me suis basé notamment sur le document Prescription sur ordonnance. Donc vous verrez, il y a des livres sur ça qui permettent d'indiquer, d'aider les médecins à prescrire du coup des programmes d'activité physique adaptée. Donc tout ça se base sur des recherches scientifiques. C'est pas moi qui ai créé le programme, je me base sur ce qui est déjà créé. On va se baser toujours sur de la fréquence, sur de l'intensité, sur du temps et sur un type d'activité. Sur la fréquence, on conseille 2 à 3 séances par semaine. On peut croire que c'est beaucoup, mais c'est vraiment ce qui est conseillé, ce qui a été prouvé dans l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Alors si on n'a pas la possibilité bien sûr de faire 2 à 3 séances de renforcement musculaire séparées de l'aérobie, on peut combiner les deux comme je l'ai dit et faire une demi-heure d'aérobie, une demi-heure de renforcement musculaire, et donc ça fait 3 séances par semaine. Les assouplissements vont se faire du coup soit en dehors de ce temps d'entraînement, par exemple le lendemain d'un programme de renforcement musculaire ou d'aérobie. En matière d'intensité, j'ai distingué du coup les personnes en rémission ou les personnes qui sont en cours de traitement. L'intensité sera plus modérée pour notamment les personnes qui sont en cours de traitement, et on va aller vers de l'intensité un peu plus élevée pour les personnes en rémission. Tout va dépendre bien sûr du profil de la personne, et donc là ça passe par un bilan d'activité physique adaptée qui va permettre d'évaluer la condition physique, d'évaluer ses capacités, sa tolérance à l'effort. Il faut prendre également le seuil de douleur. Là je conseille plutôt de faire appel à l'échelle de Borg,
On va directement évaluer le niveau de douleur de 0 à 10, et le but est de diminuer ce niveau de douleur à la fin d'un programme d'activité physique adaptée. Alors sachez que les preuves scientifiques ont prouvé des effets bénéfiques à partir de 2 mois. Donc forcément, il faut engager la personne vers de la durée, vers une pratique d'activité physique régulière. Donc ça ne sert à rien souvent de proposer à une personne de faire 4 activités dans une semaine, 5 activités. Donc si elle avait déjà fait ça avant, c'est très bien, mais généralement, il va y avoir un désengagement. Elle va passer du tout au rien. Elle va faire 4 séances, 5 séances dans la semaine, et ensuite elle va arrêter tout de suite parce que ça sera trop. Ça sera trop, elle ne pourra pas s'engager. Donc faites déjà 2 séances par semaine, ensuite vous pouvez augmenter, mais il faut faire petit à petit, il faut faire des activités qui nous plaisent. Et en matière de type d'activité, voilà, vous pouvez faire vraiment tout. On va travailler les membres inférieurs, les membres supérieurs, on va faire des exercices aérobies. Et donc voilà, les activités doivent correspondre aux besoins de la personne. Je te laisse faire la photo et puis après. En termes de recommandations, basez-vous sur l'HAS directement qui oriente des programmes d'activité physique adaptés. Toutes les activités ne correspondent pas à chaque personne. L'objectif, c'est directement dans ce parcours de se dire est-ce que la personne sort de l'éducation, est-ce qu'elle est en aigu ou pas. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va l'orienter vers un programme plutôt thérapeutique, donc vers la rééducation, la réadaptation avec des kinésithérapeutes, avec des enseignants d'activité physique adaptée en clinique ou en centre de rééducation, ou est-ce qu'on va l'orienter vers un programme d'activité physique adaptée comme par exemple la PAMOVE qui du coup accueille les personnes à la sortie du centre de rééducation ou dans certains cas pendant la rééducation. On peut proposer également des activités physiques et sportives. Donc là, c'est des activités physiques orientées vers du sport santé pour des personnes qui sortent de domicile, sortent de centre de rééducation et qui n'ont pas forcément de besoins particuliers au niveau pour être guidés sur la pratique. Donc là, directement, on va avoir un peu plus de souplesse. Donc là, tout va dépendre aussi du métier, du professionnel. On va voir le kinésithérapeute là-haut, on va voir les enseignants d'activité physique adaptée. Et ensuite, on va avoir des professionnels aussi du sport, vraiment formés quand même sur le sport santé et sur l'accueil de ce public. L'objectif final, c'est vraiment d'améliorer, donc je l'ai dit, la condition physique et d'améliorer la qualité de vie à travers une articulation pluridisciplinaire composée de diététiciens, composée de kinésithérapeutes, composée de médecins ou composée d'enseignants d'activité physique adaptée, peu importe. Il faut réellement créer un programme du coup complet qui va correspondre aux besoins. Pour prendre pour exemple notre programme d'activité physique adaptée, nous on va proposer directement une séance découverte pour que la personne puisse savoir si ça lui correspond. Cette séance découverte est bien sûr gratuite. La prescription médicale, donc suite au décret de 2016, les médecins peuvent prescrire du coup une activité physique adaptée. Attention, prescription ne vaut pas forcément remboursement. Là, il faut passer par les mutuelles. Il y a une vingtaine de mutuelles référencées aujourd'hui qui remboursent de 50 € à 500 € sur 2 ans. Donc là, je vous conseille d'aller voir directement sur notre site. On a référencé les différentes mutuelles qui remboursent. Il ne faut pas hésiter à contacter sa mutuelle. Des fois, même les mutuelles ne savent pas qu'elles ont ce remboursement. Donc quand on envoie la facture, on a une surprise, on peut avoir un remboursement. Et il y a également la MDPH pour les personnes qui ont invalidité. Chez nous, peuvent avoir un remboursement de hauteur de 300 € environ sur l'année. Donc c'est quand même pas négligeable. L'entretien et le bilan, c'est la partie la plus importante quand on est enseignant d'activité physique adaptée, c'est d'évaluer la condition physique, faire un entretien également psychologique. À travers le bilan de la condition physique, on va mesurer directement la composition corporelle avec de l'impédance-métrie, on va mesurer l'équilibre avec une plateforme de stabilométrie, on va mesurer également du coup la force musculaire avec un dynamomètre. D'ailleurs, si vous voulez avoir des renseignements sur ça, on a des dynamomètres connectés j'en ai dans mon sac. Et l'idée, c'est de mesurer la force musculaire de n'importe quel membre supérieur, membre inférieur, ce biceps, le triceps. Et là, ce sont des mesures quantitatives et qualitatives qui vous permettent de réellement de savoir quelle est la force musculaire de n'importe quel membre et de n'importe quel muscle, et de faire directement des courbes d'évolution pour voir si la personne a une amélioration de sa force musculaire, et ça donne des indicateurs vraiment précis. Ça change d'une échelle qui est utilisée beaucoup dans les centres de rééducation. On dit tu as 3 sur 5 en force musculaire, dans 3 mois tu as 3 sur 5, pourtant tu as une amélioration de 5 kg de la force. Et donc là, c'était une échelle qui n'était pas du tout précise. On ne savait pas vraiment si on avait une amélioration de la force, alors qu'avec ces objets connectés, ça nous permet vraiment d'avoir une évaluation concrète et précise du bilan de la condition physique. Tous ces bilans, on les envoie directement aux professionnels de santé avec l'accord du patient. Et l'idée, c'est vraiment d'articuler un programme
coordonnée. Donc on contacte directement aussi le kiné pour savoir ce qu'il fait avec le patient, pour qu'on puisse ne pas faire la même chose, et que si le kiné travaille sur de la proprioception ou sur des massages thérapeutiques, nous on va se baser peut-être sur un programme de renforcement musculaire aérobie pour que ça corresponde au mieux au patient. Voilà, je ne vais pas détailler sur le programme, j'en ai parlé, et puis peut-être il y a le suivi de la progression à travers des bilans qui sont trimestriels ou semestriels. Voilà, si jamais vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter directement donc sur les réseaux sociaux ou bien directement à me contacter par email, je suis assez accessible. Donc voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. En tout cas, je vous remercie. Je vous laisse faire de la petite photo. Et je remercie aussi nos partenaires qui sont voilà, assez nombreux mais qui nous ont permis de créer cette salle Sport Santé juste au bord de mer à Palavas-les-Flots. Et j'espère du coup qu'on va pouvoir proposer cette salle dans d'autres endroits. Maintenant, je donne la main à mes collègues. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce qu'il y a des questions, peut-être, avant de passer à la seconde intervention ? Non. Bonjour, donc je suis Anise, diététicienne de profession. Et je suis là en tant que bénévole de la section rugby santé du fonds de dotation de Montpellier et Rugby aujourd'hui pour vous présenter le rugby santé. Et je passerai la main ensuite à Marie et Rémi qui sont les bénéficiaires de la section. Donc les 4 piliers d'intervention du fonds de dotation, c'est ouvrir la pratique du rugby à différents publics, que ce soit le milieu carcéral, les associations et les personnes atteintes de handicap. On met la notoriété du Montpellier Héros Rugby permet la mise en avant d'associations via des récoltes de fonds ou simplement des mises en avant lors des matchs du top 14 à domicile. Le fonds de dotation est très ancré sur la réduction de l'impact environnemental, que ce soit auprès des salariés, auprès des joueurs, auprès du staff, mais aussi auprès des supporters. Et depuis cette année, grâce à la présence dans l'équipe de Fulgence Ouedraogo, on essaie de créer un maillage autour des clubs amateurs de la région. La section rugby santé a été créée en 2016 par Gaël Mignot, l'entraîneur actuel de l'équipe de France féminine. Actuellement, les éducateurs qui réalisent les séances sont formés au rugby santé par la Fédération française de rugby. Il y a 2 séances par semaine, une séance pour les personnes en cours de traitement de cancer et des séances qui sont gratuites et accessibles du coup à tous. Et une deuxième séance qui sont pour les personnes en rémission ou les soignants, qui a lieu donc en soirée pour permettre une reprise d'une activité professionnelle. L'activité nécessite un certificat de non-contre-indication et le médecin du club réalise un suivi par des tests et des évaluations des aptitudes tout au long de la vie. Pourquoi le rugby? C'est un outil thérapeutique pour améliorer le bien-être physique et psychologique des patients, pour les amener in fine dans leur combat face à la maladie. C'est une activité mixte, sans contact, adaptée, dans un contexte de bienveillance et une activité très conviviale. Oui, sans contact. Parce que c'est les règles du rugby à 5, donc du rugby touch rugby comme on l'appelle, et donc il n'y a pas de contact, c'est pour ça qu'il s'est adapté à ces personnes-là. Les centres de soins, l'association Étincelle, la CPM et la mairie de Montpellier nous suivent sur ce projet et donc nous adressent les patients avec un certificat de non-contre-indication qui permet de garantir l'accessibilité et l'état de santé du patient.
Tous les ans, nous organisons un tournoi de rugby santé qui est composé d'équipes de la section rugby santé de Montpellier, des centres de soins et associations qui créent des équipes mixtes soignants-patients. Et nous avons aussi des équipes de rugby santé de différentes villes de Montpellier qui viennent. Et donc c'est un tournoi qui a lieu au printemps, le 13 mai cette année, au club de rugby. Voici la vidéo de la section pour vous montrer la pratique. Je laisse la parole maintenant à Maryse et Rémi qui vont vous parler du vécu de cette activité. Les flyers et affiches sont disponibles pour vous en donner à la fin de la séance. Merci. Évolutivement, donc, passer leur aller rugby. Et je me présente, je m'appelle Rémi. Voilà, je voulais réussir ma vie, être fort et gagner de l'argent, et surtout être résilient. Mais bon, j'ai bossé à plein temps et malheureusement la maladie m'a rattrapé, ça m'a rattrapé. Et de là, tout s'est effondré, pardon, j'ai fait un micro, tout s'est effondré. Et donc il me fallait en sortir. Donc moi je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour témoigner de ce parcours, de ce vécu auquel on n'est jamais préparé à l'avance, bien sûr. Hein. Et donc là, tout a commencé par cette nouvelle très très difficile à accepter quelque part. Et après qui a été vraiment extraordinaire par la prise en compte de tout le personnel soignant et tout le parcours que j'ai pu suivre. Et pour sortir de là, effectivement, de cette torpeur, je dirais, le sport a été vraiment pour moi une révélation. Et elle a commencé effectivement à la clinique de Clémentville, où j'ai fait des séances de radiothérapie. Et au détour d'une petite affiche, j'ai vu un petit message sur le sport adapté sur la balle ovale. Cela m'a interpellé tout de suite et j'ai voulu en savoir un peu plus. Donc je me suis rapproché de mon merveilleux docteur Olivier Loche, qui m'a dit qu'il fallait absolument le faire, puisqu'aujourd'hui le sport est prouvé comme étant une vraie thérapie pour surmonter ce passage très difficile. Et grâce au MHR Solidarité, au MHR, j'ai pu rejoindre en fait le groupe de rugby santé, qui est une organisation en fait de pratique de sport de rugby sans contact, très très soft, bien encadré, avec beaucoup de sécurité et de bienveillance, hein, comme Annelise vous l'a dit. Et je me suis senti tout de suite pris en charge, en sécurité, et vraiment avec une envie d'avancer dans la vie et de surmonter le passage difficile que j'étais en train de vivre. Alors là, sur le petit slide qu'on peut le voir ici, effectivement, le départ, c'est la communication par les médecins qui sont là effectivement pour, comme on le dit ici, qui ont le pouvoir effectivement de nous mettre en relation, de nous faire connaître cette pratique et cette discipline pour pouvoir effectivement
sortir de cette forme d'impasse, en fait. Je n'ai pas vraiment toujours les mots qu'il faut, mais je vois le livre tel que je l'ai vécu, tel que je le ressens aujourd'hui. Et effectivement, le docteur est là vraiment pour éclairer notre chemin sur cette je dirais, rémission par le sport. Et au travers d'un dispositif très, très sécurisé, encore une fois. Alors, c'est très simple, en fait, les séances se composent de petites phases de jeu, où on se passe la balle. D'ailleurs, ce que je vais vous proposer, c'est de prendre cette balle en main, oui, c'est comme un passage de témoin, c'est une symbolique, de vous transmettre une énergie, et de vous délivrer un message, et de vous le passer entre vous, pour avoir ce toucher, cet tactile, et ressentir quelque chose, je l'espère, au niveau de l'énergie. Donc voilà, madame, je vous passe ça. Vous pouvez le tâter, voir un petit peu comment l'équipe de France joue avec cette balle et nous ramène de tant de succès. Derrière, donc, Étincelle connaît bien cela puisqu'il participe à nos séances de rugby santé. Et bon, les essais marqués, merci Marie pour cette terminologie. Voilà, donc les personnes fragilisées, traitement, voilà, surmontent ça et sortent complètement de cette anxiété et cette absence d'horizon. Voilà, c'est ça. Quand on se lève, là, tout d'un coup, tout s'éclaire. Et je vous le dis tel que je l'ai vécu, hein, c'est avec beaucoup de sincérité et d'humilité. À partir de là, ma vie a complètement changé. Ce que je faisais avant, j'étais commercial dans les objets connectés sans fil à Montpellier, et l'innovation, pour ceux qui connaissent, parce qu'on a beaucoup travaillé avec le monde de la santé, avec tout un tas de capteurs. Et voilà, donc j'ai changé de vie et j'ai décidé en fait de plein de choses, donc d'aller suivre effectivement ces séances de rugby santé, de faire du catamaran, du golf, que sais-je encore, du vélo. Et là, je me suis lancé dans une formation de photographe professionnel. Voilà, donc, des choses qui, au départ, ont été très loin de mes pensées. Et tout ça, ça a été vraiment un révélateur. Et je le dois beaucoup, effectivement, à ma chère solidarité qui m'a ouvert les yeux et m'a permis d'avancer. Donc, chaque fois que je le peux, j'en parle autour de moi, je me fais des témoins de cette rédemption, voilà. Et je souhaite à toutes et à tous de pouvoir vivre les mêmes choses. Et je les invite à nous rejoindre. Bravo! Je vois qu'il y a du métier. C'est très bien. Voilà, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Mais oui, pas. Ce ne sont que les maladies cancéreuses ou c'est diverses pathologies? Alors, Anne-Lise, spécialiste, va répondre. Alors, actuellement, effectivement, le public, c'est uniquement des personnes en cours de traitement de cancer. Après, on a beaucoup de sollicitations de la part de la lutte contre l'obésité, des personnes diabétiques, etc. Mais pour l'instant, on se concentre uniquement sur ces personnes-là. Mais le champ est large, on est sollicité par, je te disais, différentes pathologies chroniques, la mucoviscidose, l'hôpital dans lequel je travaille, en tout cas, est une forme de proposition pour plein de publics différents. Et encore faut-il avoir des financements après pour pouvoir mettre en place toutes ces activités. Oui. Voilà, j'espère que ça a répondu à l'interrogation. Ça répond bien, mais c'est pas pour autant que la réponse ne me contente pas. Voilà. Que vous faudrait-il? Eh ben, que chaque pathologie puisse trouver son endroit où on peut aller se soigner. Parce que une pathologie, c'est qu'on est malade et que toutes les maladies ont droit aussi à avoir un endroit où on peut aller.
message est passé. J'espère. J'en suis convaincu, oui, tout à fait. Voilà. Donc, sur le plan technique, effectivement, par rapport à l'accompagnement de la clinique Clémentville, j'ai été suivi aussi par un kinésithérapeute, Gonzalez, je l'ai nommé, et qui m'a fait faire entre-temps des tests d'effort pour savoir où j'en étais. Et je remercie, à part pour l'histoire des capteurs, de tests musculaires que nous allons pouvoir essayer tout à l'heure. Et à partir de là, j'ai bien vu effectivement les bienfaits de ce sport, de cette activité sur mon physique, mais aussi évidemment sur le moral. Je crois que ça a été quelque chose de très fort, voilà, de très fort, entraînant. Voilà. C'est une spirale virtueuse en fait. Voilà. C'est aujourd'hui comme cela que je le vis. Alors, moi je suis un tout petit jeune dans l'entraînement de ces séances de rugby. Ça fait à peu près un an que je suis ces séances, mais avec beaucoup de passion et je sais pas, d'exaltation pour avoir rejoint ce groupe déjà formé, composé majoritairement de femmes, mais d'une énergie extraordinaire, éblouissante, et j'ai été complètement transporté, et j'ai eu le bonheur qu'elles me prennent à leur sein. Voilà, c'est dit, genre, à leur sein, et puis depuis, eh ben, c'est que du bonheur, c'est que du bonheur. Voilà. Alors, oui, une question. Oui, moi j'ai une question qui s'adresse à tous. L'idée, ce serait pour moi de savoir, quand on fait et propose une pratique telle que le rugby ou autre sportif pour effectivement un accompagnement de personnes qui sont en situation difficile face à la maladie, au-delà du sport que l'on va pratiquer ensemble, il peut y avoir des moments où il y a beaucoup d'émotions qui remontent, où il y a beaucoup de difficultés face à ce qu'on traverse dans la maladie. Et donc, ma question est la suivante. Quel est l'accompagnement que vous proposez à ce moment-là et quel est, vous, en tant qu'accompagnant, quels sont les outils que vous avez pu acquérir voilà, pour être en mesure d'accompagner ces craquages, ou je ne sais pas comment les appeler, mais je pense que vous avez compris le sens de ma question. Dimension psychologique. La dimension psychologique. Oui, voilà. Émotionnelle. Je réponds, Andy. Disons qu'en tant que bénévole, je ne suis pas du coup sur le terrain forcément pour encadrer les séances. Marie vous parlera tout à l'heure effectivement des échanges qu'il peut y avoir entre les personnes bénéficiaires de ces séances. Après, pour les personnes en cours de traitement, elles sont suivies de manière très régulière par les centres de soins. Donc, nous, on est en rapport via l'inscription que les médecins oncologues, chirurgiens nous font passer avec ces professionnels de santé. Donc on peut faire remonter, si la personne est d'accord, voilà, un état qui est peut-être difficile sur le moment. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, l'idée c'est vraiment de comment on fait quand ça craque sur le terrain, quoi. C'est ça ma question. Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'au départ, évidemment, tout le monde est en difficulté. Et le fait de jouer déjà et de participer, d'avoir cette activité qui est ludique, ça permet, comme on l'a noté là, qu'après, on a un moment convivial de partage entre nous. Et effectivement, comme on est tous passés par la maladie, plus ou moins grave, avec des traitements plus ou moins forts, on peut en discuter sans gêne et sans complexe en fait. C'est plus difficile avec quelqu'un qui n'a pas été malade, comme on aurait l'air de se plaindre. Là, la discussion, elle est facile, elle est naturelle. Donc, moi, j'ai connu des gens qui étaient dans la retenue, notamment au niveau du corps, qui avaient peur avec le rugby de prendre des coups, qu'on les touche.
Et il se trouve qu'avec le temps, ces personnes sont libérées de cette peur. Et pareil, psychologiquement aussi, quand on a des personnes autour de nous avec qui on peut parler de l'expérience, de la maladie, des traitements, de la peur, moi je dis, c'est déjà beaucoup. Et ça fait énormément avancer. Parce que je peux juste compléter, mais les échanges et l'écoute en fait, là c'est une équipe, c'est du collectif, donc la partie collective est super importante. Nous, dans notre cas, c'est pareil, par rapport à des séances d'activité physique, on essaye de les mettre en groupe, mais aussi par rapport à différentes pathologies. Chaque personne a eu son propre vécu. La pathologie reste commune, mais tous les symptômes peuvent être différents. Chaque personne vit différemment sa période. Et donc le fait d'échanger avec des personnes pairs, je pense que c'est 10 fois plus important que si c'est le bénévole directement qui va donner des conseils. Et il n'y a pas plus de poids qu'une personne qui a vécu les choses de manière similaire. Vraiment, nous, on le voit directement dans notre salle. On peut dire le même message, le message ne va pas être entendu de la même manière que les personnes pairs. Donc voilà, c'est l'écoute et les échanges, c'est vraiment ce côté-là qui va aider la personne à se sentir bien dans son corps. Peut-être elle va plus aussi se dire qu'elle a des symptômes qui sont majeurs, tout s'écroule dans sa vie. Non, quand elle voit des personnes qui sont capables de faire telle ou telle chose, ça lui donne de l'espoir, ça lui dit ok, moi je suis capable de faire ça, puisque là je vois la même chose à côté. Donc je ne sais pas si ça répond aux questions, mais en tout cas je pense que les échanges entre les personnes pairs, c'est super important. Est-ce que vous avez constaté que les personnes qui venaient avaient plus de facilité dans leurs soins médicamenteux, dans Est-ce que c'est plus facile pour eux le soin en faisant du sport? Je voulais juste répondre que le sport est un soin. Et effectivement, comme disait Marie, mais on va te relaisser la parole pour de vrai. Quand on a été opéré, quand on a eu de la radiothérapie, on a des zones du corps qui ont été fragilisées. Et le fait de se réapproprier son corps par l'activité physique permet de mieux accepter la maladie et de mieux vivre les soins. Et de mieux la gérer. Et c'est vrai qu'on a des retours de personnes bénéficiaires de la section qui se voient en vidéo, parce que grâce à Rémi qui nous filme certaines séances. Et voilà, on peut divulguer aussi à la famille, voir le progrès, ce que le corps est capable de faire, ce que la personne est capable de faire. Et c'est vrai que ça donne un élan très intéressant. Merci. Bon, juste pour compléter votre question, madame, en fait, l'objectif aussi de l'activité physique et de ce genre de section, c'est de montrer qu'on est encore capable pendant les traitements et surtout pour les personnes, en tout cas, qui pratiquent, de voir qu'il y a aussi du beau et du bon côté à la maladie. Souvent, c'est une prise de conscience sur plein de choses. Et moi, en tant que professionnelle de l'activité physique adaptée, il faut savoir qu'à peu près 70% des personnes qui font de l'activité physique pendant et après les traitements du cancer n'en faisaient pas avant. Donc en fait, ils se découvrent des nouvelles passions, que ce soit pour l'activité physique ou tous les autres soins de support qu'on peut trouver. Donc c'est aussi ça, en fait, cette section rugby, c'est de rigoler, de passer un bon moment d'échange, de partage, et de voir que même pendant les traitements, on peut aussi passer des bons moments et se sentir bien. Voilà. Merci Morgane. Alors oui, je terminais, j'étais un petit jeune, n'est-ce pas, de Nantes, dans ces activités. Je vais passer le relais, le ballon à Maryse, qui est là, dans cette section d'un peu plus longtemps, et va vous donner toute son expérience. Merci Maryse. Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Moi, je rajouterai, j'accentuerai sur le fait que vraiment, c'est au médecin de parler en premier aux patients, parce que quand on arrive avec la maladie, on n'est pas ouvert à tout ça, forcément. Et comme l'a très bien dit Marie-Morgane, c'est vraiment un bonheur de pouvoir... moi, j'ai commencé à plus de 60 ans le rugby, j'aurais jamais imaginé faire ça dans ma vie.
Et c'était un vrai bonheur. Et évidemment, je n'avais pas du tout pratiqué avant. Je faisais très peu de sport aussi avant, parce que je fais beaucoup aujourd'hui. Et donc ça, c'est déjà le médecin qui doit parler de ça. Donc, soit en donnant des flyers. C'est lui qui sait aussi à quel moment le patient peut suivre cette activité, oui ou non. Je voudrais rappeler aussi que le rugby, ça fait peur. Déjà, quand on dit on va faire du rugby, tout le monde se marre autour de vous parce que ça paraît un sport violent. C'est absolument pas violent. C'est très ludique. Le plaisir de passer le ballon, de faire des passes. C'est super ludique, tout le monde rigole et c'est bienveillant. Et on accepte tout le monde. C'est vrai qu'au rugby, il n'y a pas de catégorie physique à avoir. Vous voyez bien sur les terrains, bien que maintenant. Et voilà, donc et je dirais aussi que la convivialité évidemment du jeu collectif, ça c'est important parce que l'activité physique adaptée, souvent c'est moins collectif. Là, on est vraiment dans le partage, dans la convivialité. On a des moments agréables après les entraînements. Bon, je ne vous parlerai pas des apéros, mais bon, c'est tout ça, ça fait une ambiance et ça apporte de la légèreté, je vais dire, pour supporter tout ça. Donc, je conclurai en disant que le jeu et l'enjeu du rugby santé, c'est de mieux vivre la maladie et les traitements, et c'est également de se retrouver la forme rapidement pour reprendre une vie active, épanouie. Voilà. Et je remercie le MHR Solidaire pour tout ce qu'il fait pour nous et ce qu'il nous propose. Voilà. De la fin. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, ça fera un plaisir à répondre. Oui, oui, très important. Alors, on est venu avec un peu de communication. Vous trouverez des flyers, des affichettes que je vous propose de récupérer et si vous le pouvez, distribuer autour de vous, n'est-ce pas? Et surtout, le 13 mai, au stadium GGL de Montpellier, il y a ce fameux tournoi, l'Oraba, en mémoire de l'Oraba, qui pourrait en parler. L'Oraba. J'ai été une des premières à participer au rugby santé à Montpellier. Voilà. Donc, le 13 mai, vous êtes toutes et tous conviés à venir, à encourager et même jouer, si vous le souhaitez. Et ça sera dans une ambiance très festive, comme le rugby. Seul le rugby, je pense, c'est proposé. Et donc, une date, save the date, retenir cette date du 13 mai, le matin, à quelle heure? À 8h. Oui, 8h, mais après, voilà, le temps d'arriver, n'est-ce pas? Avec le fameux quart d'heure montpelliérais. Voilà, merci beaucoup. Et à bientôt sur les autres questions. Merci.